Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Dans cet épisode, on va parler de génération procédurale. On va voir ce que c'est et pourquoi ça peut être utile pour la création de jeux vidéo. Pour résumer, la génération procédurale, c'est l'idée d'utiliser de l'aléatoire pour automatiser une partie de son processus de travail. Mais pas n'importe quel aléatoire, de l'aléatoire contrôlé. Pour être précis, on veut définir des règles particulières pour contraindre notre générateur à un sous-ensemble de possibilités et l'obliger à produire des résultats viables. Bon, ce qu'on appelle viable dépend du contexte, et la génération procédurale peut être appliquée à beaucoup de situations. La création d'assets, les animations, la simulation du comportement des ennemis, les power-ups et les compétences, les terrains et les niveaux, la musique, les quêtes et les scénarios, les apparences des personnages, etc. Enfin bon, le principe, c'est toujours d'abstraire le système que l'on veut automatiser, puis de programmer un algorithme capable de simuler ce processus pour donner des résultats logiques et utilisables. Ça peut être difficile parce que ça signifie qu'on doit avoir une bonne connaissance de cette étape de création dans notre pipeline qu'on veut rendre procédurale, et pour des systèmes complexes à grande échelle, comme une série de quêtes ou un niveau entier, il faut vraiment comprendre le problème à résoudre. Mais cet outil est aussi extrêmement utile, et ce pour pas mal de raisons. Par exemple, quand une équipe est limitée en termes de ressources ou de compétences, par exemple quand elle n'a pas de level designer mais des devs doués, alors utiliser du contenu généré procéduralement peut être intéressant. Évidemment, il faut quand même que ces programmeurs soient créatifs et un peu ouverts au level design, puisqu'ils doivent trouver les bonnes règles et bien configurer l'algorithme, mais ça réduit quand même grandement le temps nécessaire. Générer des assets procéduralement, ça permet donc de gagner énormément de temps. Mais c'est aussi un moyen de gagner de l'espace de stockage, puisqu'au lieu de garder des centaines de variations pour une texture, on peut avoir quelques lignes de code qui génèrent une texture unique à chaque fois au runtime. Et ça peut même aider à l'immersion, typiquement avec la musique et les sons, pour lesquels un processus automatique peut techniquement construire la meilleure orchestration pour ce niveau de tension spécifique et faire des transitions plus discrètes entre les différents contextes audio. Si le système est bien fait, on aura plus de granularité que n'importe quel résultat généré par un humain. Pour les joueurs, c'est aussi une excellente technique pour augmenter la rejouabilité. Avoir de nouveaux Némésis uniques à l'infini dans Shadow of Mordor, ou des donjons toujours surprenants comme dans Binding of Isaac, est une bonne façon d'attirer les joueurs puisqu'après avoir terminé l'histoire principale, ils auront quand même un univers à continuer d'explorer. En gros, la plupart des roguelikes se servent de cet aléatoire intelligent pour mettre en avant leur mécanique centrale de die and retry. La génération procédurale peut aussi permettre de créer des jeux plus vastes. Les jeux basés sur l'exploration ou les bacs à sable comme No Man's Sky et Minecraft utilisent cet outil pour étendre le monde dans la direction du joueur et donner l'illusion d'un univers sans fin. À une échelle plus réduite, même un Endless Runner basique doit forcément automatiser l'apparition de ces obstacles, puisqu'on ne peut pas demander à un humain de créer un niveau de taille infinie. Tout ça a aussi pour conséquence d'augmenter la variété du gameplay, parce que les joueurs pourront découvrir tout un tas de lieux, de situations, d'événements, d'ensembles de compétences et globalement d'aventures à chaque fois. Le mauvais côté, c'est qu'évidemment, les niveaux générés procéduralement peuvent être un peu répétitifs, si on n'a pas assez de blocs de base pour créer des combinaisons assez variées. Parce qu'on calcule beaucoup de choses pendant que le jeu tourne, ça demande aussi plus de travail au hardware. Et puis, par définition, on abandonne le niveau de contrôle auquel on peut s'attendre avec de la création manuelle, donc on aura moins de contrôle qualité, et dans le pire des cas, des résultats qui ne seront pas viables, par exemple des niveaux injouables. Pour résumer, c'est comme tout type de création. Il faut comprendre les avantages, mais aussi les limites de son outil pour l'utiliser à son plein potentiel en évitant ses pièges, et toujours bien réfléchir à s'il est vraiment adapté au projet avant de le prendre comme référence absolue. Enfin, un autre point essentiel à propos de la génération procédurale qui est parfois un peu oublié, c'est que tout comme l'IA, sa cousine très en vogue, on n'est pas obligé de s'en servir en vase clos du début à la fin. On peut aussi en profiter pour alléger une étape du pipeline de création de jeu et pas seulement pour essayer de la remplacer complètement. Par exemple, on peut générer un terrain de manière procédurale, mais ensuite demander à des level designers d'appliquer leur science et leur art pour y ajouter les lieux importants, les points d'intérêt, les événements clés pour l'histoire, et d'autres choses.
On appelle souvent ça de la génération offline parce qu'on fait tourner notre générateur en amont alors que le jeu n'est pas lancé. Mais bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel de level design sur la création procédurale et que vous avez maintenant une meilleure idée de pourquoi cet outil peut être utile pour la création de jeux vidéo. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne, et bien sûr n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.